Yippee-ki-yay, motherfucker. Non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre pop culture et cinéma d'auteur. Aujourd'hui, on vous revient de nouveau avec un numéro un peu plus court que d'habitude, un peu plus spécial, puisqu'on va le consacrer uniquement au seul et unique film Requiem pour un massacre, ou Viens et regarde, le film d'Elem Klimov, qui ressort par la grâce du distributeur Potemkin dans une copie neuve le 24 avril dans les salles françaises. On espère très fortement qu'il sortira également dans les salles belges. Donc Requiem pour un massacre, le film réalisé en 84, sorti en France en 87, qui avait fait grand bruit, et je pense que c'est là que beaucoup l'ont découvert quand il est ressorti en DVD en 2007. On en parlera dans les 20 minutes qui suivent avec mon camarade Lucien Alflans. Lucien, comment vas-tu ? Très bien, et toi, Oli ? Ça va, merci. Et monsieur Manuel Assé là également. Manu, on n'a rien à foutre. Alors, je vais peut-être dresser un petit peu, je vais situer le film, et puis ensuite on parlera un peu des qualités cinématographiques du Requiem pour un massacre d'Elem Klimov. Donc Elem Klimov, c'est un cinéaste russe, il est né en 1933, il est mort en 2003. Il vient de la région de Stalingrad, et quand il a 9 ans, il va devoir, en octobre 42, lui, sa mère et son petit frère vont devoir fuir vers l'Oural et traverser la Volga de nuit. C'est ce qu'il raconte dans les bonus du DVD sorti en 2007. Sa maman aurait voulu lui cacher les yeux, mais il a préféré justement regarder. Et ça lui restera en tête toute sa vie. Il a un parcours plutôt d'abord technique et scientifique avant de faire ses études au VGIC, donc l'Institut moscovite des études cinématographiques. Ses premiers films sont plutôt des satires dans lesquels il mêle des éléments documentaires, des images d'archives, des scènes de fiction. En 75, il réalise un film qui s'appelle Rasputin l'agonie, qui va mettre 10 ans à sortir. C'est un film qui est sur la décadence de l'aristocratie russe en général et de la dynastie Romanov en particulier. Elem Klimov ne sera pas content de ce film, pas seulement par le fait qu'il a mis 10 ans à la sortir, mais il va le désavouer. Enfin, il aura un désamour pour ce film. C'est ça qui va le mener à réaliser ce film, Viens et regarde. Je crois aussi qu'il y a la mort de sa femme qui a joué dans la gestation. Sa femme était également réalisatrice, elle est morte alors qu'elle venait de commencer le tournage d'un film, et c'est Klimov qui a terminé ce film également. Qui a terminé ce film, et il a l'air de dire que c'est ça qui lui a donné envie d'aller vers quelque chose de plus sombre. C'est cette période de sa vie qui lui a donné envie d'aller vers quelque chose de plus sombre avec ce film-là, qui est un film qui avait déjà été écrit dans les années 70, qu'il a écrit dans les années 70 sous le titre de travail de Tuer Hitler. J'y reviendrai. On y reviendra, je pense que ça semble évident. Mais donc, en tout cas, après Viens et regarde, il n'aura plus jamais, enfin il le dit de nouveau dans les bonus DVD, il n'aura plus jamais envie de faire un autre film. Il est scénarisé par Elem Klimov lui-même et Ales Adamonovitch, parce que ce dernier Adamonovitch a écrit une nouvelle qui s'appelait Récits de Katyn, dont ils se sont inspirés. Et le titre de travail en effet du film, c'était Tuer Hitler, mais la Goskino, donc c'est la production nationale russe avec laquelle tu ne faisais rien d'autre, puisque c'est le parti, quoi, a mis très très longtemps à mettre le feu vert pour faire un tel film, et notamment une des conditions, c'était qu'il change le titre. Et apparemment Elem Klimov a demandé à son frère de regarder dans l'Apocalypse, et il a vu la récurrence comme acronyme de ce terme, comme NC, Viens et regarde, et c'est pour ça qu'ils ont utilisé ce titre. Klimov dit lui-même que le titre était évidemment pas à prendre dans son sens littéral, mais plutôt métaphorique, comme une idée de tuer le monstre en soi plutôt que de tuer Hitler pour tuer Hitler, et ce qui donne lieu, allez, spoilons directement, à une scène absolument magnifique en fin de film. Mais on pourra commencer par parler de cette scène-là, oui, si vous ça, voulez. Mais je vais juste faire le petit pitch, juste dire que le travail de photographie est signé de Alexei Rodionov, et que le film est interprété par deux jeunes comédiens inoubliables qui sont Alexei Kravchenko et Olga Mironova. C'est quoi l'histoire de Viens et regarde ? C'est assez simple. Ça se passe en Biélorussie en 1943, et on va suivre un petit garçon qui s'appelle Flora. Il a 13-14 ans.
Au début du film, il joue sur une plage et il joue à la guerre avec un petit voisin. Et il va réussir à déterrer le fusil d'un soldat. Et rentrer à son village, il va dire à sa mère qu'il veut partir en guerre parce que justement, en fait, tous les soldats avaient besoin d'avoir un fusil avec eux. Donc lui, il va vouloir partir en guerre. C'est un peu un fusil de Tchekhov, quoi. Malgré son jeune âge, il est quand même recruté. Il quitte sa mère et ses sœurs et va rejoindre un campement. Et alors que les soldats partent au combat, lui, il est laissé au campement du fait de son jeune âge. Et il fait alors la connaissance de Glasha, une jeune fille à peine plus âgée que lui. Ensemble, ils vont vivre quelques instants d'innocence avant que le camp ne soit bombardé et que, en gros, la guerre fasse son office et que Flora vive une expérience de la guerre et que nous la vivions avec lui. On peut peut-être commencer par parler du film et faire comme le fait le film lui-même dans cette superbe scène finale et remonter à la genèse du film. Parce qu'on parlait du titre « Tuer Hitler » et voilà, je pense que c'est un film on va pas se priver de raconter certaines scènes clés. Oui, c'est mais même si on le autrement. raconte, l'expérience du film est racontable et à vivre. De toute façon, c'est un film à vivre, ça c'est sûr. Mais à survivre même. Donc tu voulais parler de la fin du film, qui renoue pour le coup avec une tradition russe assez forte d'utiliser les archives d'une manière quasiment expérimentale. Ouais, et là, donc de manière... alors que ce garçon en fin de film était totalement transformé par son voyage au bout de l'enfer, il va tirer avec ce fusil qu'il a déterré en début de film et qu'il chérit tout du long du film, tirer ses premiers coups de feu avec sur... son propre reflet dans l'eau et sur le portrait d'Hitler, un portrait d'Hitler sous cadre dans une flaque de boue. La boue a aussi une énorme importance dans le film comme tous les éléments. C'est une idée qui est d'abord absolument bouleversante et sublime et interprétée hallucinamment bien par ce gosse dont j'ai déjà oublié le nom. Non mais je veux dire, l'idée sur le papier, le gamin va tirer sur un portrait peut paraître légèrement ridicule, mais dans le film c'est absolument génial, d'autant que chaque coup de feu est entrecoupé d'images d'archives inversées, donc qui partent de la fin de la séquence jusqu'au début pour remonter jusqu'à la découverte des camps jusqu'à la jeunesse du Parti national socialiste. Jusqu'à la naissance d'Hitler. Ouais, c'est ça. Jusqu'à la naissance d'Hitler. Et qu'est-ce qu'on va voir en dernier à la fin de cette séquence de montage d'archives, c'est justement une photo d'Hitler enfant. Ouais. Et en gros plan, ce qui va nous renvoyer vers les gros plans qu'on voit du personnage tout au long du film et qui va nous renvoyer vers nous-mêmes en fait, puisque ce personnage nous regarde sans arrêt. Donc en gros, tu disais le titre à la base c'était Tuer Hitler, mais c'est surtout tuer la partie monstrueuse qui est en chacun de nous. Annihiler l'horreur et essayer de revenir à ce qui est avant ça, à l'innocence. C'est une idée qui est un peu théorique, mais qui fonctionne très bien dans le film et qui est absolument sublime. Et comment est-ce qu'il va incarner cette idée dans le film ? Donc, on peut le dire peut-être, le film est globalement constitué d'une manière stylistique de champ contre champ entre des plans de Flora plein cadre qui va regarder dans l'objectif avec des moments où on est dans son regard et il y a un très très grand travail justement de la steadicam, des courtes focales et donc une profondeur de champ assez grande et on va avoir énormément de plans très longs à la steadicam qui nous placent complètement dans le point de vue de Flora. Et qui vont vers la profondeur, et donc ça crée vraiment une sorte de vertige vertical vers l'avant, on est vraiment perdu dans la profondeur de ces plans et ces mouvements de steadicam qui vont souvent vers le fond du plan, vers la profondeur des choses, a tendance à enfoncer le personnage là-dedans et à l'acculer même sur ce fond d'horreur. C'est assez brillant et très très beau. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'il allie un petit peu deux écoles de cinéma qui vont être l'école soviétique qui est beaucoup plus portée sur le montage comme dans la séquence de fin et justement ces moments de caméra presque liberté qui ont été plus l'apanage du cinéma expressionniste allemand. Ces regards très centrés, face caméra, avec un maquillage explicitement expressionniste et très assumé. Après, libre au spectateur de adhérer ou pas complètement à la démarche de vieillissement, notamment du personnage, sur la fin du film. C'est, je pense, un des maquillages qui aurait peut-être plus fonctionné sur du noir et blanc. Néanmoins, c'est très important que le film soit en couleur. C'est un film aussi qui est extrêmement marqué par le cinéma muet. Et tu dis que c'est un film justement qui part dans une fuite en avant, mais c'est un film aussi qui ménage les effets parce que quand justement on repart en arrière,
Et c'est sur des scènes d'une intensité et d'une violence extrêmement dure. Je pense notamment à la fuite quand il retourne à sa maison, la fuite en avant et ce panoramique qui fait en train de glacial, qui te saisit. C'est un coup de poing à l'estomac dont tu te remettras jamais tout au long du film. C'est absolument génial, mais c'est aussi le seul je pense le seul moment du film où il y a un changement de point de vue. Exactement. Parce qu'on est toujours, en fait, on ne voit pas ses corps. Quand il rentre chez lui, on sait ce qui s'est passé, nous, en tant que spectateurs, parce qu'on a le recul. On pressent. Mais bon, voilà, quand il bouffe cette soupe comme si elle venait d'être faite alors qu'elle doit être là depuis un bon moment, on voit toutes les mouches, on voit le personnage féminin qui la goûte et que visiblement elle est là depuis très longtemps en effet. On pressent ce qui va arriver, mais rien n'est montré parce qu'on est dans la vision de ce personnage, de ce jeune garçon. Et puis on switch de point de vue, et alors là il y a en effet ce mouvement de caméra qui dévoile un tas de corps. Mais c'est vrai que c'est une des rares fois où on regarde vers l'arrière. Exactement, ouais. Et après, cet aspect expressionniste qui se retrouve dans plein d'éléments de la mise en scène de Klimov, et aussi là au niveau du jeu des interprètes. C'est peut-être là que la porte d'entrée peut paraître un peu difficile pour des spectateurs, à mon avis, néophytes aujourd'hui, sur la première partie du récit, où on n'est typiquement pas du tout dans un jeu naturaliste. On est vraiment dans un jeu extrêmement expressionniste, qui est vraiment... C'est un cinéma de symbole, comme tu as souvent dans le cinéma russe. Hein. Mais voilà, cet aspect-là de jeu auquel on n'est plus du tout habitué aujourd'hui, peut-être quelque chose, une porte d'entrée qui sera peut-être un peu difficile dans le début du récit. Le film gagne beaucoup avec sa bascule au milieu du récit à partir de l'arrivée des Allemands sur le territoire. Bah oui, c'est ça, en fait, c'est une des grandes intelligences du film. D'abord, c'est d'amener la guerre par le jeu dans cette première scène. Et donc, en fait, assez littéralement, c'est l'histoire, tu l'as très bien raconté, Oli, mais c'est un jeune garçon qui découvre la vie, l'amitié, l'amour, etc., à travers la guerre, la mort et l'horreur la plus totale. Et tout ça est très intelligent. Tu parles de l'arrivée des Allemands sur le territoire. Tu penses à quel... Je pense au parachutage dans la forêt. Et donc c'est vraiment le moment où tout change, parce qu'avant ça, il y a des moments de plaisir, il y a du jeu. On est il veut faire partie de ça. Il y a même de la comédie sur c'est de la scène de la photo. Il y a un côté un peu comique. Et alors on commence à voir un peu l'horreur arriver par des petites choses sur la toute première scène. L'avion qui survole, qu'on imagine en repérage avec cette espèce de musique, on dirait presque du drone, comme ça on appellerait ça aujourd'hui, une sorte de grosse ligne de basse comme ça qui laisse entendre que l'horreur qui va arriver quand il marche sur les œufs. C'est une scène, la première fois que je l'avais vue, ça m'avait marqué. C'est une scène qui est très marquante et qui aussi prédit l'horreur qui va arriver. Et puis la scène du moment où il laisse sa famille, c'est quand même aussi déjà assez lourd. C'est assez lourd, mais on n'est pas encore dans le... Oui, non, par rapport au déferlement de la suite. Oui, Manu, par rapport à ce que tu disais sur le côté masque, le masque de cire, le personnage, donc au début, va être très juvénile. On va voir ses joues roses, ses yeux bleus, sa blondeur, etc. Il le prend, d'ailleurs, il cherchait un blond aux yeux bleus avec cette tête de à peine sortie de l'enfance, et il va progressivement, au fur et à mesure du récit, c'est une toile vierge en fait, ce visage à la base. Il va le dégrader, il va le dégrader et enlever toute humanité dedans pour arriver justement à une figure complètement. C'est une toile vierge sur laquelle un masque qui n'a plus aucune émotion. On dirait même que ses pupilles prennent tout son œil à la fin. C'est comme si ses yeux étaient complètement noirs. Et c'est ça que raconte le film. C'est la plongée dans l'enfer. Sur son visage. Et tout le film se lit sur son visage, voilà, comme tu dis. Et donc tu disais, il y a ce moment du bombardement. Il faut dire quand même, le truc, c'est que c'est des vrais obus qui ont été balancés. On est cinéma russe, ça déconne pas. Donc ils ont filmé des vraies explosions avec des vrais obus. On sent vraiment... les explosions dans la forêt, elles sont vraiment impressionnantes, je trouve. Et après, il y a une scène de fusillade sur le champ là, avec la vache. C'était des vraies balles tirées. La vache est vraiment morte. Le gamin, dans le marais, au début, il avait un pantalon de plongée. Et Klimov lui a dit de l'enlever
pour que... Attends, je l'avais noté. Pour qu'il sente le prix des choses. C'est hallucinant, ces scènes sont d'une dureté, ne serait-ce que quand il traverse le marais. Et la vache, cette vache joue merveilleusement bien, mais parce qu'elle ne joue pas visiblement. C'est une scène, tout ce qui se passe dans l'œil de cette vache, qui est encore une fois, bon, il y a un côté très... Qui est incarné en performance capture par Andy Serkis. Non, il y a un côté très... Il y a une grosse charge poétique dans certains plans qui peut rappeler, tu le disais en off, qui peut rappeler parfois Malick, qui peut rappeler Tarkovsky. Je pense qu'il y a aussi le rapport avec, même si les traitements sont très très différents, mais on peut penser aussi à L'enfance d'Ivan de Tarkovsky, qui est aussi, je veux dire, le postulat de base peut être semblable. Et pour finir sur le tournage, le tournage du film a duré 9 mois, il a été très long. Klimov mettait tellement le gamin à l'épreuve qu'il ne voulait pas que ses parents le rejoignent sur le set, et parce qu'ils ont tourné vraiment en Biélorussie, vraiment sur les lieux. C'est aussi un truc qu'on apprend dans le film. Enfin, la première fois que j'ai vu le film, je ne savais pas qu'il y avait eu un tel génocide en Biélorussie, et voilà, ce qu'on voit à la fin du film, les 643 villages brûlés, etc. Et en fait, Klimov a engagé un psychologue hypnotiseur pour que le gamin ne perde pas les pédales au fur et à mesure du film, au fur et à mesure du tournage, pour qu'il l'accompagne et voir que le gamin tenait la route psychologiquement, quoi. Bon, il y a énormément de choses à dire. Enfin voilà, on peut parler de ces gros plans qui de nouveau génèrent une empathie aussi totale avec le personnage, et qui vont aussi constamment nous mettre en position de spectateur, et on est comme lui en fait, on est témoin en fait, on est comme lui d'ailleurs. Il va se retrouver empêché au début du film de vraiment participer à la guerre, parce qu'il arrive dans le campement, mais on lui dit non, tu ne viens pas avec nous. Il y a plusieurs fois où il est pris comme ça, il est comme sorti du récit presque par magie, enfin sorti d'un événement du récit presque par magie, qui va nous permettre de prolonger notre regard de témoin. Par exemple, la scène de la grange, il est sorti de la grange, et à partir de ce moment-là, ça nous laisse voir ce déferlement d'horreur. Mais justement, parce que je pense que la manière dont on parlait, dont il filme son visage en gros plan, lui permet à la fois de le sortir du récit et de ne relire après sur son visage que l'impact de la séquence que tu as vue auparavant. Il y a une manière qui est pour le coup très héritée du cinéma soviétique, de jouer carrément un effet de montage entre ce visage que tu vas voir avant, après une séquence, et la manière dont il va, comme un effet coulé de chauffe, en fait, tu vas lire ce qui s'est passé entre les deux. Et ça permet aussi d'éviter toute réflexion cynique sur l'absurdité d'une telle entreprise qu'est la guerre, et de donner un discours qui est beaucoup plus direct. C'est de l'uppercut, c'est du direct. C'est très littéral. La scène du marais, littéral. Elle est en un seul plan, et on a l'impression qu'elle est interminable, quoi. Oui, entre autres la scène du marais, mais toutes ces scènes, et ce choix de prendre le point de vue quasi unique de ce personnage, et de n'en sortir que rarement, enfin exactement ce que vient de dire Manu, quoi. Bon, la première fois que j'ai vu le film, il m'a fait un effet bœuf, et la deuxième fois que je l'ai revu, ça m'a fait penser à un autre film, un autre massacre justement. À la tronçonneuse. Ouais, j'ai bizarrement pensé à Massacre à la tronçonneuse, notamment dans le traitement sonore. Le recours à des stridences sonores à plusieurs reprises. La bande son est géniale. Et aussi le fait que ce qui fonctionne à bloc pour moi dans Massacre à la tronçonneuse, et aussi dans ce film-là, c'est que tu es projeté dans un monde chaotique qui n'a plus de règles, et auquel tu ne comprends plus rien, et sur lequel tu n'as plus aucune prise. Et en fait, j'ai l'impression que ce gamin est projeté dans l'enfer, quoi, ou dans le chaos, ou dans quelque chose dont il n'a pas moralement les codes, et dont tous les codes moraux sont complètement explosés, et donc qui te met complètement dans une situation de panique et de stupeur, en fait, de stupeur. Et c'est marrant parce que moi, ça m'a fait passer à un autre film, mais pas par un aspect positif, qu'on a traité il y a quelques temps, qui est justement Utoya, dans cette dénonciation du fascisme qui se voulait sous une forme totalement immersive et expérimentale, avec des procédés que tu peux retrouver dans un Requiem. Et je trouve que ça joue énormément en défaveur du film d'Eric Pope, à la fois thématiquement comme stylistiquement, quoi. Pour appuyer un peu encore ce que je disais, t'as des scènes, t'as des plans dans la scène de fin, donc la scène du pogrom, là. T'as le SS, il a un opossum. À un moment, t'as une nana qui se maquille dans une bagnole, et tu sais pas d'où ça sort. Enfin, il y a des trucs qui sont des espèces de chocs
complètement qui produisent un non-sens et donc du chaos, quoi. Et c'est assez fou, quoi. C'est pour ça que c'est pas inintéressant que Potemkin, qui ressort le film, sorte le film avec une affiche qui évoque assez fortement Fury Road de Miller, parce qu'il y a vraiment un aspect extrêmement outrancier dans cette séquence-là pour te faire passer cette violence-là où tu perds complètement tout repère, t'es pas du tout dans un registre naturaliste de la représentation de ce type de pogrom. T'es dans un truc qui te dépasse complètement, qui est complètement une vision complètement infernale. Mais ce qui est dingue aussi, c'est que l'horreur est tangible par toutes ces petites choses, mais au final on voit très peu d'assassinats par exemple. Enfin, tout ça est hors champ. C'est peut-être d'autant pire de l'imaginer. Je pense que jamais la bande-son travaille beaucoup, ce que tu ne vois pas aussi. Absolument, mais ouais, et le fait, c'est un film qui parle beaucoup de regard aussi. Hein. Va et regarde, on en parlait plus tôt, mais ça en dit long aussi là-dessus. Et jamais, je pense, l'engagement d'un discours n'est aussi déclencheur que lorsqu'il est raconté avec la brutalité du hors-champ, du non-vu. C'est là que l'esprit du spectateur est le plus mis à mal, en fait, et du coup permet le plus de réflexion a posteriori. Je trouve ça assez fascinant. J'aime aussi beaucoup la manière dans le film dont on voit assez peu, voire pas du tout d'affrontements armés, quoi. C'est vraiment uniquement à hauteur de civils. Ça annule peut-être un peu le côté la véracité. Très longtemps hors champ. C'est ça, mais ça annule peut-être un peu la véracité historique, mais ça maximise, je veux dire, la véracité émotionnelle. Et c'est très très beau. C'est jamais manipulateur. C'est vraiment très. Je vais juste dire aussi que le scénario, je trouvais vraiment très 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 bien construit. Pour moi, il y a trois parties. La première partie est une montée absolument horrible jusqu'à cette scène du marais et ce qui va arriver après. Et après, il y a un relâchement, comme un certain... on peut reprendre son souffle dans une scène qui est légèrement plus légère. Quelques successions de scènes qui sont presque un peu picaresques avec avec ce vol de vache, ce petit bataillon qui se trimballe un épouvantail d'éclairs. Voilà, il y a un petit aspect de respiration au milieu du film, même s'il y a un registre très sombre, mais il y a une petite respiration qui ponctue le film à ce moment-là. Ouais, et qui va te permettre d'affronter la fin, qui est quand même. Parce que si le film n'était qu'une gradation du marais, enfin s'il n'y avait pas cette respiration, je pense pas que ce serait vraiment très difficile de pouvoir encaisser 2h15, je crois que le film dure 2h15, à peu près 2h18, sur un tel niveau d'intensité, c'est pas possible. Et je voulais revenir, après aussi peut-être vous poser la question de comment est-ce que vous lisez à la toute fin du film, on voit les SS, les Allemands qui tuent, violent, pillent, incendient, comme s'ils avaient vraiment donc toute la part noire qui est au fond d'eux est devenue complètement, les a complètement envahis. Mais à la fin, il y a les SS, les nazis sont pris à leur tour par les Russes, par les Alliés, et dans une scène qui ressemble un petit peu, c'est un peu la situation de M le Maudit, hein, c'est un peu la fin et un peu une scène de procès comme ça qui va se terminer très vite par un assassinat ou pas. Je voulais savoir comment est-ce que vous lisez vous le discours de Klimov par rapport à l'armée russe sur ce film, c'est là sur cette scène-là. Pour moi, cette scène finit quand même par par des assassinats. Et donc, pour moi, c'est une manière de montrer que l'ignominie, c'est la guerre elle-même, et non les gens qui la font, presque plus que les gens qui la font. Je ne sais pas si elle est aussi claire que ça, elle est plus, à mon sens, plus ambiguë, parce qu'il y a cet aspect notamment sur le traitement qui leur sera réservé, les flammes ou les balles. Et je pense que dans la manière dont il joue avec ça, il est plus ambigu que ça. J'ai du mal, je n'aurais pas de réponse à donner dessus, mais je pense que c'est une fin beaucoup plus ouverte et beaucoup plus ambiguë. Je ne sais pas le positionnement de Klimov vis-à-vis de ça. Mais moi, je me demandais s'il n'avait pas dû modérer ses propos pour passer justement la censure et que son film soit vu. Moi, je pense que le film est tellement littéral tout du long que cette scène-là, pour moi, je la vois de manière littérale, et je vais pas commencer
Enfin, je vois Mais en pas même temps, pourquoi. on voit Je vois pas pourquoi il changerait la. Enfin voilà, il est très littéral. On en parlait plus tôt sur tout le long du film. Je vois pas pourquoi il changerait son point de vue en tant que metteur en scène juste sur cette scène-là, quoi. Bah, il fait quand même monter tout ce moment, cette arrivée de la torche de ce personnage-là avec les flammes, etc. Et avec ce que t'évoques ces flammes au moment Mais du ça, film. c'est le rapport. Au moment du Ouais. film, et le fait que les mecs vont être obligés de s'enduire les uns les autres d'essence, on va dire, du moins enduire certains des autres soldats d'essence, et vont finir par périr sous les balles. Et je pense là il crée une sorte de, pas d'attente ou de crescendo à ce moment-là, qui résout d'une autre manière. Et donc je pense qu'il est un peu, il n'est pas très clair sur la condamnation ou pas des agissements, à mon avis, de l'armée russe. Mais selon moi, ce qu'il y a, c'est que donc, tout de suite derrière, on va avoir cette scène du portrait qui va te dire que tu as une. Enfin voilà, t'as une part de noir. De portrait et de noir reflet. en toi. Ouais, voilà. De reflet, d'arriver sur l'enfant, etc. Ça aussi, c'est assez littéral et ça arrive juste après, comme tu dis. Donc pour moi, ça justifie. Qui va dire que tu as une part de noirceur en toi, voilà, tu as une part de monstre en toi plus ou moins grande chez certains qu'il faut c'est celle-là qu'il faut tuer, ou en tout cas ne pas le laisser revenir à la surface. Et on voit en fait, selon moi, en tout cas dans l'armée, les alliés russes qui vont mettre à mort ces Allemands, certains, selon moi, se sont laissés plus ou moins gagner par le côté obscur, si tu vois ce que je veux dire, mais pas tous. Donc là, il y a une subtilité du discours par rapport aux Russes qu'il n'y a pas du tout par rapport aux Allemands avant, mais bon, en même temps, je veux dire, je lui porte pas grief pour ça, parce que là, ils sont dans une espèce de folie sanguinaire complètement dingue. Scène de mort qui est une fois aussi montrée hors champ. Laquelle ? Ah oui, ouais, la mort des Allemands à la fin, tout à fait. Très bien, on a été assez long sur le film. Tu voulais rajouter quelque chose, Lucien ? Oui, je sais pas, c'est juste, je pense la grande importance des éléments dans le film. Il y a un rapport dantesque au feu qui détruit, à la boue qui salit, à la pluie qui lave. Enfin, tu vois, il y a quelque chose de très intéressant là-dessus, et ça lui confère même un côté presque. Presque carrément élégiaque, et voire presque par certains moments panthéiste, comme ça. Je trouve c'est assez intéressant, et je trouve que cette image qui parfois peut être, cette lumière qui parfois peut être un peu je sais pas comment dire, trouble, accentue ce côté-là, je trouve, et c'est très très beau. Je pense que c'est Truffaut qui disait que à partir du moment où on filme la guerre, on développe une certaine fascination pour celle-ci, et donc on ne peut jamais faire un film qui soit totalement anti-militariste. Fuller, lui, par contre, disait que pour vraiment savoir filmer la guerre, pour en filmer l'horreur, il faut l'avoir vécu, et je pense que Klimov, en faisant ce film-là, donne tort à l'un et raison à l'autre. Très bien, merci. On fera une spéciale film de guerre de Samuel Fuller, un de ces quatre. C'est une bonne idée, tiens, on va la noter sur le côté. Donc voilà, courez voir, si vous ne l'avez pas vu, courez voir Requiem pour un massacre, mais ne prévoyez pas trop de trucs festifs derrière, parce que sinon ça risque un peu de vous gâcher la journée. Mais bon, vous aurez vu un super film, donc en fait votre journée ne sera pas gâchée. Donc on vous encourage vivement à aller découvrir ce film si vous ne l'avez pas vu, ou à le revoir si vous l'avez vu. Merci beaucoup, on se retrouve très bientôt pour une transmission plus habituelle autour des actualités des sorties, et sans doute qu'on parlera de l'annonce de Cannes et des films qu'il y aura à Cannes, et on est tout fous déjà, on est tous en train de se toucher les uns les autres. Merci beaucoup et à bientôt.